Alors bonjour tout le monde, mon nom est Gabriel Artonti, président chez iBoost. Aujourd'hui, je suis avec Michael Charette, notre invité aujourd'hui. Donc bonjour. Salut, Ça va bien? très bien toi? Yes, donc Alright. je pense qu'aujourd'hui, on est là pour savoir un petit peu t'es qui, qu'est-ce que tu fais. Donc Oui. est-ce que tu pourrais nous expliquer ça un peu? Oui, tout à fait. Premièrement, je me présente, Michael Charette, effectivement. Moi, c'est assez simple. Ce que je fais, c'est j'ai ma compagnie qui s'appelle Amazing Duck. Donc, Amazing comme incroyable et Duck comme des canards, un petit peu comme mes chaussettes qu'on voit en ce moment. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. Puis, qu'est-ce que je fais exactement? C'est que j'aide les entreprises à vendre leurs bidules, leurs cossins sur Amazon. Sur Amazon. OK. Exactement. Sur d'autres plateformes aussi ou juste sur Amazon? Je vais toucher à d'autres plateformes de temps en temps, mais principalement, je m'en vais vraiment vers tout ce qui est Amazon. Des fois, je vais aller sur du Etsy, eBay, des choses comme ça. Mais généralement, quand une entreprise se lance, on va vraiment aller vers du Amazon. OK. Puis quand on parle d'Amazon, on parle souvent de dropshipping. Est-ce que c'est pas ça que tu fais, je pense? Non, pas du tout. En fait, on a le bon vieux classique dropshipping où est-ce que les gens créent leur site web, ils vont prendre des produits de Chine directement sans voir le stock. Moi, je fais pas ça, puis j'encourage pas ça. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire exactement? On va acheter nos propres produits, on va avoir notre propre stock, donc les compagnies avec qui je fais affaire vont avoir leur propre stock dans leurs entrepôts et ils vont vendre sur Amazon. OK, fait qu'ils peuvent avoir leur propre site web, mais aussi vendre sur Amazon, c'est ça? Exactement, exactement. Puis tu sais, c'est toujours relatif. Puis comment est-ce que je pourrais peut-être le comparer? C'est quand que tu te lances en entreprise, en affaires, puis que tu lances ta boutique, tu vas directement, comment dire? Quand tu vas lancer ta boutique, c'est un petit peu plus complexe. Tu sais, les gens ne te connaissent pas, tu n'as pas vraiment de réputation. Puis je vais faire une petite comparaison super simple. Quand tu t'en vas directement lancer ton site web, c'est comme si tu étais en train de te bâtir une maison. Tu sais, c'est coûteux. Tu es en train de vraiment tout te structurer. Et quand tu t'en vas sur Amazon, c'est comme si tu t'en vas te prendre un loyer chauffé éclairé pendant que tu es aux études. Je ne sais pas si tu vois un petit peu la différence. Fait que tu sais, c'est vraiment... quand tu crées ton site web, tu as beaucoup de trucs à faire, c'est beaucoup plus coûteux, c'est plus complexe, mais pendant ce temps-là, tu peux peut-être juste te prendre un petit loyer chauffé éclairé, puis commencer un petit peu ta démarche, puis un moment donné, quand tu vas être bien structuré, là, tu vas pouvoir construire ta propre maison. OK, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, si je comprends bien, tu aides les entreprises à vendre sur Amazon directement, puis comment ça fonctionne, mettons le cheminement avec une entreprise, tu approches l'entreprise, ils viennent où ils t'approchent pour tes services, comment ça se passe le déroulement de... Oui, en fait, anciennement, j'avais mon agence de marketing, donc les gens directement me connaissaient un petit peu de base. Donc, il y en a beaucoup qui justement, ça a été des réseaux de contacts que j'ai qui me disent « Hey Michael, je suis en train de vendre sur Amazon, j'aimerais ça justement développer un petit peu », puis souvent, ils ne sont pas capables de bien structurer leur truc parce qu'Amazon, c'est un marché qui est très complexe. Oui. Puis c'est rare aussi d'ailleurs les gens qui se perfectionnent là-dedans. Donc moi actuellement ce que j'ai c'est que vraiment en lancement j'ai aidé un petit peu mon réseau et là je suis en train de terminer mon nouveau site web et là on va vraiment là, aller chercher de la clientèle avec du marketing un petit peu plus conventionnel à ce niveau-là. OK. Puis ton background là-dedans, du côté marketing, puis pas de dropshipping, mais sur Amazon, c'est quoi? As-tu fait des cours? Oui, en fait, des cours. J'ai pas vraiment fait de cours qui ont rapport avec ça. Les cours que j'ai faits, c'est j'ai étudié au cégep en technique policière. Un grand lien. Ça n'a absolument aucun lien. Mais vraiment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 ans, en fait, j'ai 3 ans d'expérience en marketing parce qu'avant, je faisais mon propre marketing. Puis je l'ai appris par moi-même avec mes autres entreprises dans le temps. Et avec mon 3 ans de marketing, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment aidé des entreprises à se développer. Mais à un moment donné, j'ai vraiment pris une niche dans tout ce qui était le e-commerce. Il y a beaucoup de gens qui venaient dans le e-commerce et qui avaient de la difficulté à obtenir justement des résultats. Puis souvent, ce qui se passait, c'est que tu avais 2 situations. Première situation, tu avais les compagnies qui justement faisaient beaucoup d'argent, mais qui n'avaient pas de temps. Donc, ils font beaucoup de ventes, mais ils sont tout le temps occupés, ils sont tout le temps dans les entrepôts, tout le temps en train d'expédier leurs trucs. Ils n'ont pas de temps pour eux. Puis sinon, tu avais la deuxième situation, tu avais des compagnies, des gens qui avaient du temps, mais qui ne faisaient pas d'argent. Fait que là, souvent, ça se ramassait là-dedans. Fait que ce que j'ai vraiment fait, c'est que j'ai fini par trouver une place où j'étais capable de tout aider là-dedans, puis que c'était vraiment au niveau d'Amazon. Et là, on a vraiment décidé d'aider les compagnies dans Amazon directement, puis de prendre une perfection là-dedans, parce que les gens, justement, il n'y avait pas beaucoup de gens
de gens d'expérience qui aidaient là-dedans. Là, parce que c'est, comme que je répète, c'est vraiment très complexe de se lancer sur Amazon. OK. Puis la prochaine question que je vais te poser est peut-être pas tant claire, tu me diras si c'est clair. Oui. Dans tout ce qui est Amazon, c'est souvent peu connu. Le dropshipping, des affaires comme ça commence à se faire connaître un peu plus. Comment ça fonctionne quand une entreprise t'approche? C'est quoi? Mettons, ils ont un Shopify puis ils veulent vendre sur Amazon avec ça. Ouais. Toi, tu portes du Shopify, puis comment tu fais? C'est quoi? C'est de la publicité sur Amazon? Oui, ben en fait, il y a plusieurs trucs dans ce que tu as dit, mais première des choses, quand quelqu'un a son site Shopify puis qui fait du dropshipping, ce qui veut dire qu'il n'a pas ses propres produits, je ne l'aide pas. Première des choses, moi, je n'aide pas les gens qui font du dropshipping. Pourquoi? Parce que, par expérience, quand on se lance sur le dropshipping puis qu'on aide ces compagnies-là, on a un échec. Donc, moi, je ne veux pas me rendre là-dedans parce que c'est beaucoup trop complexe pour la plupart des compagnies, puis je ne veux pas rendre mes clients insatisfaits. Donc, quand admettons, on part, que quelqu'un me dit « Moi, j'ai ma boutique sur Shopify, j'ai mes propres produits, je valide avec lui qu'il y a certains critères pour rentrer sur Amazon, parce qu'Amazon aussi interdit le dropshipping, donc c'est important que tu aies tes propres produits. Donc, lorsque c'est propres produits, je valide tout ça, puis je regarde voir si c'est une bonne idée d'aller vers du Amazon. Dans certaines situations, c'est parce qu'Amazon va prendre un pourcentage des ventes. Donc, des fois, ce n'est pas avantageux, c'est peut-être mieux de rester dans leur Shopify. Mais quand tu n'es pas connu, puis que tu es en train de te lancer en affaires, puis que ta boutique ne fait pas beaucoup de ventes parce que justement, tu n'es pas encore assez crédible, là, on peut aller vers Amazon, puis justement, la plateforme va te rajouter de la crédibilité. Parce qu'on s'entend, toi puis moi, quand tu vas sur Amazon, tu le sais que tu vas leur recevoir ton produit, tu ne vas pas te faire frauder en quelque sorte. Non, c'est ça. Il y a beaucoup, justement, de sites web, de sites Shopify en ce moment que c'est des fraudes, c'est des faux reviews. Il y a une grosse mode là-dessus malheureusement, fait qu'on fait vraiment attention à ça. Donc on va vraiment se rendre vers tout ce qui va être effectivement le Amazon pour tout ce côté crédibilité-là. Donc, quand quelqu'un arrive, point 1, il dit je veux me lancer sur Amazon, bien, première des choses, j'analyse, voir si c'est faisable. Deuxième des choses, on va regarder, voir qu'est-ce qu'il y a déjà en place. Est-ce qu'il y a des bonnes descriptions? Est-ce qu'on doit refaire ses images, etc. Par la suite, on va être capable de mettre le tout en place sur Amazon. Ensuite, on va se rendre à la troisième étape qui va être vraiment d'en faire la promotion et de booster le tout. Puis nous autres, qu'on est capable de garantir, c'est si tu n'atteins pas la première page avec nous, dans certaines situations, sous toute réserve évidemment, mais si tu n'atteins pas la première page avec nous autres, on te rembourse. Sur la première page sur Amazon? Oui, exactement. Donc, nous autres, on est 100% confiants en nos moyens. On le sait qu'on est capable de te rendre sur la première page d'Amazon. OK. Ah, mais dans le fond, c'est comme une certaine publicité sur Amazon, c'est ça? Oui, ben en fait, c'est exactement. En fait, quand tu es sur... comment qu'on pourrait comparer ça? Simplement, Amazon, c'est comme Google. Oui. On va s'entendre, quand tu t'en vas sur Google, ton but, c'est d'apparaître sur la première page. Parce que tu vas avoir des mots-clés. Ton site web va être bien référencé, tu as des bonnes statistiques, mais c'est un peu la même chose avec Amazon. Amazon, c'est un moteur de recherche comme Google. Okay. Donc, quand tu vas taper sur Amazon, tu vas marquer, par exemple, je vais dire bol en plastique. Ben là, ton but, c'est d'arriver sur la première page. Quand la personne va rechercher des bols en plastique, tu veux être vu en premier. Donc, ça va être exactement ça, le Amazon. C'est de la publicité SEO qu'on appelle sur la première page. Okay. Puis avec le COVID, y a-tu plus de gens qui ont voulu se starter en affaires puis faire du e-commerce? Oui, mais en fait, beaucoup de commerces, justement, il y a beaucoup de gens qui avant vendaient dans leur boutique physique. Oui, exactement. Puis là, ils ont réalisé qu'ils ont fait après le COVID, c'est le temps que je me rende en ligne. Donc là, il y en a plein qui sont en train d'essayer des trucs. Ils se partent une boutique Shopify, le bon vieux classique. Il y en a beaucoup qui se partent une boutique WordPress avec WooCommerce et des choses comme ça. Mais souvent, ils ne savent pas. Ils passent d'une boutique physique à du web, ce qui est un autre domaine, ce qui est un autre marché totalement. Donc, c'est super complexe de se démarquer. Donc, à ce moment-là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment analyser. Moi, ce que je vais analyser, c'est de dire, OK, là, tu es en train de te lancer, tes boutiques, tes produits sont crédibles, on est capable de te rendre sur Amazon, on est capable de te rendre top page. Là, on va te transférer à ce moment-là, par exemple. OK. Et aussi, ben là, tu sais, tantôt, tu avais dit que s'il n'atteignait pas la première page, remboursement. Oui. Y a-t-il d'autres critères qu'il faudrait prendre en compte pour faire affaire avec vous au lieu d'un compétiteur, par exemple?
Oui, bien évidemment, c'est sûr que nous autres, qu'est-ce qui nous différencie énormément, c'est qu'on est vraiment spécialisé dans Amazon. Okay. Donc, il n'y a personne qui va venir nous contacter pour me dire, pour nous dire, moi, je veux de la publicité sur Facebook tout court. That's it. Nous autres, on ne fera pas ça. Donc, il y a beaucoup d'agences, justement, en ce moment, c'est des agences de marketing qui font tout. Puis, malheureusement, c'est qu'Amazon, c'est beaucoup trop complexe pour être capable de dire, moi, j'ai une agence de marketing, je ne suis pas vraiment spécialisé dans Amazon, je fais tout. C'est dur de dire que tu vas être capable de te perfectionner dans Amazon. Donc, c'est vraiment nous autres, notre perfection, c'est notre différenciation. On s'associe justement avec des agences que nous autres, on sous-traite. On fait de la sous-traitance pour eux autres, justement, pour booster les produits sur Amazon, mais on reste spécialisé. Toujours dans le Amazon. OK. Et aussi, ben là, on s'entend que Amazing Duck, c'est un nom spécial. Y a-t-il une raison pourquoi tu as appelé ça Amazing Duck? Oui, bien, en fait, c'est là 3 ans, quand je partais ma première agence de marketing, j'ai eu la brillante idée de demander à mon coloc, donne-moi un nom, puis je vais mettre ça comme nom d'entreprise. OK, c'est... Ouais, puis lui, il m'a dit Petit Canard. Fait que j'ai créé la compagnie Société de gestion Petit Canard Incorporée. Là, avec le temps, dans les dernières années, les gens sont mis à me reconnaître, moi, comme le gars au petit canard. Donc, j'ai toujours des petits canards en plastique, des choses comme ça, toujours les... photo de profil aussi. Oui, exactement. Photo de profil sur Facebook de moi qui tiens un petit canard, tout le temps. Puis là, les noms d'entreprise ont suivi quand j'ai créé vraiment l'entreprise pour Amazon. Là, j'ai vraiment décidé d'appeler Amazing Duck. Pour Amazing, qui sont les mêmes acronymes, en fait les mêmes 3 lettres qu'Amazon AMZ, et Duck pour garder la petite touche là, du canard qui est là-dedans. C'est quand même recherché dans un sens, mais c'est parti d'une blague. Exactement. Exactement. C'est 100% parti d'une blague, puis finalement, avec le temps, j'ai fait, bon, tout le monde me reconnaît avec ça, fait que j'ai décidé de garder ça de même. OK. Puis avant le Amazing Duck, il y avait Petit Canard, t'as-tu eu d'autres entreprises? Oui. Ma première entreprise s'appelait Québec en scène. Okay. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on aidait les artistes de la relève à monter sur scène pour la première fois. Donc, autant les artistes qui faisaient du chant, de la danse, de l'humour, etc., on leur permettait de monter sur scène sous une forme de concours. Du stand-up aussi? Oui, stand-up aussi. Donc, un peu de n'importe quoi qui se fait sur scène. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. Puis ça, je l'ai fait pendant 3 ou 4 ans là, de temps, là, cette business-là. Puis ça avait quand même très bien roulé. OK. Puis elle n'existe plus aujourd'hui, cette entreprise? Elle existe encore, mais je l'ai laissé à quelqu'un d'autre pour qu'il s'en occupe parce que moi, personnellement, je me suis tanné vraiment du côté plus artistique. Okay. C'était pas ma branche. Je sortais de l'école de technique policière, puis je me suis dit, bon, je vais peut-être m'en aller dans le domaine artistique. Finalement, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé tant que ça. Fait que j'ai décidé juste de mettre ça de côté, puis vraiment entre-temps, je me suis trouvé des petites job-ins. Puis finalement, après ça, là, je me suis, peut-être 1 an après, là, je me suis vraiment lancé dans ma compagnie de marketing. OK. C'est intéressant de voir qu'il y a autant artistique, autant technique policière, il y a des extrêmes. Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'a fait, y a-tu un déclic à un moment donné qui t'a dit je veux me lancer là-dedans? Pourquoi dans le fond, tu t'es lancé là-dedans? Bien, il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit... Tu sais, je pense que je vais avec le temps. Tu sais, je me suis jamais dit, je vais me lancer là-dedans. Puis jamais quand j'étais jeune, tu sais, quand j'avais 4 ans ou 5 ans, je me suis jamais dit, moi, je vais devenir professionnel en marketing. Tu sais, il n'y a personne qui se dit ça plus tard. Non. Fait que c'est super dur de se lancer, de comme savoir exactement dans quoi tu veux t'en aller. Fait que j'ai vraiment testé des trucs. J'ai fait la technique policière. C'est intéressant. Par contre, je ne me suis pas rendu là-dedans. Puis avec le temps, tout simplement, j'ai bâti quelque chose qui a bien fonctionné, comme qui était Québec en scène. Puis j'ai fait, je vais continuer là-dedans vu que c'était un petit peu ma vibe à ce moment-là. Donc j'ai continué ça pendant 4 ans. Je me suis tanné un petit peu du côté artistique, mais après ça, je me suis lancé dans le marketing. Ça avait quand même relativement bien été. Donc j'ai gardé ça pendant un bout de temps. Puis là, je me suis vraiment dit, je vais me perfectionner dans tout ce qui va être Amazon. Puis on va voir avec le temps qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que aussi dans 1 an, Amazon va fermer. J'espère pas. Mais ça me surprendrait. Ouais, ça me surprendrait énormément, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Non, donc, tu sais, il faut toujours être prêt à juste changer puis suivre le nouveau vibe qui va arriver, tout simplement. Donc, c'est juste de s'adapter, puis je pense que c'est la définition même d'un entrepreneur, c'est de s'adapter à tout ce qui peut arriver là, pour trouver toujours une solution.
Puis Amazon, il y a aussi des compétiteurs comme Alibaba ou quelque chose de même. Toi, tu touches pas à ça, j'imagine? En fait, Amazon, c'est directement Alibaba qui est un fournisseur en gros. Donc, tu ne peux pas aller sur Alibaba pour t'acheter un produit. Sinon, ça va juste te venir beaucoup trop cher. Donc, oui, il y a beaucoup de compétiteurs comme pour Amazon, effectivement. Beaucoup de boutiques Shopify diverses là, qui sont là-dessus. Tu as Walmart aussi, tu as Wayfair, plusieurs autres grosses boutiques qui ont justement une grosse compétition avec ça. Mais reste que Amazon, ça reste un des systèmes très faciles et très convenable pour la plupart des entreprises. Mais des fois, je vais analyser puis je vais dire, bon, ben, ton produit est trop dur à compétitionner sur Amazon, on va te l'envoyer chez Walmart. Je suis capable aussi d'envoyer les produits dans la boutique, dans Walmart, sur le site walmart.com, etc. parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec Amazon. Ah, ok, c'est intéressant. Ouais. Puis aussi sur ton site Internet, j'ai vu que tu avais plusieurs personnes dans ton équipe. Oui. Tu veux-tu en parler un peu? Oui, tout à fait. Puis ça, c'est le point, je pense, comme le plus important. Il y a beaucoup de gens qui, à la base, avaient peur de travailler avec moi parce que moi, je travaille avec des gens partout à travers le monde. Donc, j'ai 8 personnes avec qui je travaille. J'en ai qui sont du Maroc, de l'Afrique, j'en ai un du Bangladesh, j'en ai au Canada puis aux États-Unis, des personnes. Fait que ton entreprise est internationale. Oui, exactement. Puis moi, j'aime ça, travailler de cette manière-là. Pourquoi? Parce que justement, sur Amazon, tu es capable d'aller toucher mondialement parce que souvent, les gens vont commencer sur le Amazon Canada. Ensuite, vont se rendre sur, une fois que ça a bien fonctionné, ils vont peut-être vendre leur même produit sur Amazon.com, sur Amazon.fr. Donc, il y a toujours de la croissance qui peut arriver et tu as besoin d'être un petit peu partout à travers le monde. Puis c'est ça que je trouve qui est intéressant. Et en même temps, ça va aussi emmener des tarifs un petit peu plus avantageux parce qu'on ne se le cachera pas. Quelqu'un qui vit au Bangladesh va coûter un petit peu moins cher et ce n'est pas par son manque de compétences, par contre. Okay? Ça, c'est super important de le comprendre. C'est tout simplement parce que son coût de la vie est moins cher. Parce que mes personnes qui travaillent au Bangladesh sont super compétentes. C'est juste que ça coûte moins cher à vivre là-bas. Eux autres, avec 200 $, ils sont capables de payer leur loyer pour quasiment 2 mois de temps. Là. Nous autres, c'est pas ça du tout. Là. C'est 1 000 $ peut-être là, pour notre loyer. Donc, c'est vraiment pas la même situation. Donc, c'est pour ça que des fois, je vais avoir un tarif plus avantageux parce que justement, ces personnes-là vont aussi faire du Virtual Assistant. Donc, ils vont gérer tes comptes sur Amazon directement ou répondre à tes personnes. À tes clients, s'ils ont des questions, des trucs comme ça. Puis même Amazon le fait. En fait, toute la plupart des grandes compagnies le font. Ils engagent des personnes d'un autre pays qui vont répondre pour toi. C'est assez facile à remarquer. Si tu t'en vas juste dans les chatbox, quand tu t'en vas sur Amazon, tu demandes du support, tu t'en vas dans le chatbox, tu vois tout plein de noms de personnes qui sont clairement pas québécois ou canadiens. Là, c'est vraiment des noms de personnes de l'Inde ou peu importe. Souvent, c'est beaucoup en Inde. Qui vont faire justement les réponses pour toi, pour le support. Donc, c'est une pratique qui est très connue, qui au Québec est encore un petit peu mal vue, mais on travaille justement de plus en plus à mettre ça de l'avant pour que les gens comprennent qu'on est un petit peu rendu là, surtout après la pandémie de ce qui est arrivé. Ouais. Puis aussi, ben là, tu dis que tu as plusieurs personnes partout à travers le monde. Ouais. Ces contacts-là, tu les connaissais avant ou tu les as approchés? J'ai fini par les développer avec le temps. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de plateformes qui existent là, pour ça. C'est sûr qu'il y en a la plus connue, c'est Fiverr. Mais je ne l'utilise pas énormément pour ça. Mais généralement, j'utilise... Il y a un petit peu plusieurs plateformes que je peux utiliser comme Fiverr, Upwork, Freelance, Guru. Donc, plusieurs plateformes comme ça parce que j'ai fini par justement trouver du personnel. J'en ai testé énormément du personnel puis j'ai gardé les meilleurs avec moi. J'ai dit, toi, tu fais une bonne job, ben, tu vas venir travailler avec moi à plus long terme. Puis ces personnes-là sont super contentes là, avec l'opportunité. Fait que dans le fond, c'était des freelancers au début puis là, ils sont rendus dans ta compagnie. Ben, en fait, c'est toujours des freelancers. Sauf que la seule chose, c'est que c'est ça, c'est juste à cause qu'on ne les met pas employés parce que c'est super dur d'avoir comme sur une masse salariale un employé fixe qui est dans un autre pays. Donc, ils restent freelance, mais ils ont 40 heures. Il y a des contrats. C'est ça, ils ont tout le temps de la job avec moi avec ça. Donc, tu es payé comme travailleur autonome. Oui, exactement. Puis c'est vraiment plus facile aussi pour moi là, d'être capable de gérer mes budgets. Puis je suis capable aussi de donner justement des meilleurs tarifs aux gens parce que je connais le prix à forfait directement la plupart du temps. Puis on a des ententes directement avec les freelances. Donc, c'est assez facile. Je n'ai pas personne qui va m'arriver en me disant ça va peut-être te coûter 80 $ de l'heure ou 90 $. Souvent, ils savent déjà à quoi s'attendre, puis c'est un forfait, puis c'est tout.
OK. Puis pour revenir à tantôt, ton parcours entrepreneurial, tu m'as dit que tu avais plusieurs compagnies. Dans le fond, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? Ça fait depuis que j'ai 22 ans. Puis actuellement, tu as quel âge? J'ai 27 ans. OK. Ouais, donc peut-être, on va dire 5-6 ans, peut-être. C'est sûr qu'il y a eu une petite pause entre-temps. Okay. Mais ouais, c'est ça, 5-6 ans, ça ferait quand même du sens. Là. Puis pourquoi tu t'es lancé en affaires? Pour quelle raison? Ben, en fait, c'est juste parti avec la force des choses. Puis quand je me suis lancé en affaires, je le savais pas. Je savais pas que j'étais en affaires. Puis, tu sais, c'est pas de la manière que je l'avais appris. J'ai jamais été suivre un cours de lancement d'entreprise en me disant je vais me lancer en affaires. C'est quelque chose qui s'est fait un petit peu plus naturellement dans mon cas. Puis comment que ça a fonctionné, c'est je faisais justement ma technique policière. Puis, durant ma technique policière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un concours de talent qui s'appelle Cégep en spectacle. Je sais pas si tu connais. Ouais. Donc, j'ai fait Cégep en spectacle. Puis, comme à ma première année, quand j'ai fait Cégep en spectacle, j'ai comme gagné la finale locale. Je me suis rendu en finale régionale comme tout seul. Puis, j'ai perdu à la finale régionale. Ça, c'était dans le fond, Cégep en spectacle, c'est plusieurs, c'est juste de l'humour ou c'est... Non, Cégep en spectacle, c'est vraiment chant, danse, variété, un petit peu n'importe quoi. C'est exactement comme Québec en scène. Puis justement, ça va revenir à l'histoire du pourquoi. Mais moi, ce que je faisais, c'était du rap. Donc, j'ai fait du rap à Cégep en spectacle. J'ai gagné la finale locale. Puis après ça, j'ai perdu en régional. Après ça, je me suis rattrapé à ma dernière année de technique policière, ma 3e année. Je me suis dit, je ne me laisserai pas faire. Je me suis dit, là, je vais me réinscrire, mais avec 2 personnes de ma classe qui ne connaissaient pas du tout le rap. Ils faisaient juste écouter mes chansons puis ils aimaient ça. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu justement à faire la finale locale ensemble. Eux autres, moi, je rappais. Eux autres, en arrière, ils faisaient juste des petites sumagripes, des petites affaires de même, puis ils enlevaient des masses, des affaires. C'était super cool, c'était super simple. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gagné la finale locale ensemble. On s'est rendu en régional. On a gagné la finale régionale. Et on s'est rendu en finale nationale contre plein quand même de gros artistes. Là. Puis justement, Émile Bilodeau était là. Quand même très connu aujourd'hui. Okay, Puis on a fait la finale nationale, puis on a gagné la finale nationale. Contre Émile Bilodeau? Oui, contre Émile Bilodeau. Puis d'autres gros artistes du jour, là, puis qui sont vraiment comme nice aujourd'hui. Puis là, j'ai fait OK, good. Puis en même temps, j'étais en train de créer justement ma première édition de Québec en scène. Parce que je faisais un test, parce que je trouvais ça plate, parce que mon groupe à moi était pas en technique policière avec moi. Donc, il n'était pas capable de joindre comme Cégep en spectacle, puis je trouvais ça plate, puis on ne trouvait pas de concours pour nous. Fait qu'entre-temps, j'ai créé Québec en scène, et là, à la fin de l'année, on a eu comme 100 artistes qui se sont inscrits, puis on a eu 300 personnes dans la salle la première fois. C'était quand même plutôt bien, puis là, je me suis dit, à la fin de mon année technique policière, j'ai fait, bon, j'ai Québec en scène, ça l'a bien été. Et j'ai gagné comme une finale de talent. Donc, je pense que je suis bon dans un parcours artistique. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben, je vais rester dans le domaine artistique puis je vais aider les gens à monter sur scène. Mais je me suis jamais dit entrepreneur, je ne le savais pas. Non. Donc, je me suis dit, je vais aider les gens à monter sur scène. Puis là, c'est avec le temps, justement, que j'ai continué à faire le concours de talent Québec en scène, 2e année, 3e année. Puis finalement, on a trouvé des solutions pour ramasser plus de sous. Puis à la fin, puis à la dernière année, on s'était rendu justement à faire des finales à Trois-Rivières, Québec, Montréal, Drummondville, Sherbrooke, puis avec une grosse finale avec Réal Bélan comme porte-parole et tout. Donc, tu sais, ça avait vraiment bien été, mais ça a été la dernière année parce que justement, après ça, petit problème de gestion, puis comme tout le monde, quand on démarre en affaires, c'est un petit peu plus dur des fois. On fait face à des embûches, des obstacles. Donc, moi, c'est justement, j'ai décidé de laisser tomber Québec en scène puis de le laisser à quelqu'un d'autre qui aujourd'hui le gère bien. C'est en plus, je pense, ça se propulse de plus en plus sur le web, donc je suis content pour tout ça. OK. Puis, t'as-tu un album? Non, j'ai pas fait d'album. J'ai vraiment fait tout ce qui était du rap sur la scène. Puis après ça, je me suis vraiment plus concentré dans Québec en scène pour aider les gens à monter sur scène. Fait que ça a été mon temps plein pendant un bon bout de temps, mais je me suis jamais vraiment mis à faire un album en soi. Là. Mais tu composais-tu des chansons? Oui, je composais toutes mes chansons. Puis justement, c'était pour ça, avec une de mes compositions là, que j'avais gagné la finale nationale de Cégep en spectacle. OK, c'est le fun, ça. Oui, c'était plutôt divertissant, stressant. Quand tu montes sur scène devant plus de 1000 personnes qui te regardent en compétition avec d'autres méchants gros talents, là, c'est quelque chose. Là.
Puis ben là on s'entend que tu es à l'aise en discussion et tout avant. Est-ce que c'est un peu à cause de ça que tu es devenu à l'aise ou tu étais déjà complètement à l'aise au début? Non, j'étais très timide avant. Je te dirais, ça fait depuis peut-être les 2-3 dernières années que je commence de plus en plus à prendre mes aises en discussion. Mais ce qui fait que je commence vraiment à être de plus en plus à l'aise en ce moment, c'est que j'ai commencé à partir ma chaîne YouTube justement. Donc là, ça aide vraiment à toute sa discussion puis à tout ce qui va être un petit peu chaud, on pourrait dire, le côté spectacle qui suit avec tout ça. OK. Puis pour te rejoindre les réseaux sociaux, es-tu sur Instagram, Facebook? Facebook, Instagram qui est en cours de création. Puis là, je vais aussi avoir ma chaîne TikTok également. Okay. Puis là, j'ai vraiment ma chaîne YouTube. Mais tout ça, c'est en fin de création. Tu sais, je suis en train de m'y mettre de plus en plus pour plus professionnellement, mais ça fait 3 mois que je suis en train de structurer ça. Et là, je viens de commencer justement à publier des vidéos officiellement. OK. Puis les gens qui veulent qui auraient besoin probablement de vendre sur Amazon, ils peuvent te contacter directement par Facebook ou sinon j'ai mon site web sur amazingduck.ca. Donc ils ont juste à aller donc amazing comme incroyable et duck comme un canard, donc amazingduck.ca tout collé. Ils peuvent aller tout voir les contacts là-dessus. OK. Puis pour finir, les objectifs à long terme de l'entreprise, ça serait quoi? C'est sûr que là, en ce moment, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, dans 5 ans, on peut dire que ça va être l'objectif à long terme. Mais là, en ce moment, notre objectif, c'est le projet 10 millions qu'on est en train de mettre en place. Notre but, c'est de vendre pour 10 millions de dollars sur Amazon avec maximum 100 partenaires d'affaires pour qui on va gérer les comptes. Donc, avec toutes ces personnes-là, on va atteindre un 10 millions de dollars en vente d'ici 2026 sur Amazon. OK. Puis comment ça marche les revenus de ton entreprise? Par code de vente? Comment ça fonctionne? Pour l'instant, non. Là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout simplement la mise en place et on fait le boosting parce que nous autres, on fait des forfaits de 3 mois, par exemple, pour booster justement Amazon. Les produits pour que ça se rende en première page parce qu'il faut un minimum de 3 mois avec des bonnes publicités qui vont se faire. Ouais. Donc ça, c'est la manière qu'on fonctionne. Et par la suite, pour tout ce qui va être montant mensuel, c'est vraiment la gestion des comptes Amazon selon les ventes qui sont faites. Donc nous autres, quand on veut dire gestion Amazon, on fait analyse des compétiteurs. Avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement faire la gestion, répondre aux questions des clients, regarder, s'assurer du refill des stocks ou aviser le client quand il manque du matériel. Et finalement, on va faire des rapports mensuels du suivi. Donc, au bout de la ligne, quand les gens viennent avec nous autres, ils ont juste au bout de la ligne, juste à être sur Amazon, puis on gère tout pour eux. Et aussi, point comme super important, qui donne beaucoup de liberté de temps, c'est qu'on a le Amazon FBA qui existe. Donc, ça veut dire Fulfilled by Amazon. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça veut dire qu'on envoie les produits dans les entrepôts d'Amazon et Amazon, quand il reçoit la livraison, il s'occupe des expédier directement pour les clients. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que les gens sont capables d'avoir une 100% liberté. Première des choses, nous autres, on peut s'assurer de gérer leur compte pour eux. Et en plus, eux autres peuvent envoyer leurs produits dans les entrepôts d'Amazon et quand Amazon reçoit la commande, ils l'expédient directement pour eux autres. OK, donc ils n'ont pas besoin par exemple, tu n'as pas besoin de les aviser quand il y a une vente puis qu'ils l'emballent puis qu'ils l'envoient à Post Canada. Puis... Exactement, ils n'ont même pas rien à gérer. Amazon s'occupe de l'expédier eux-mêmes. En plus, c'est livré, là en ce moment avec le COVID, c'est un peu plus dur, mais généralement, c'est livré entre 24 et 48 heures. OK. Et en plus, Amazon va s'occuper des retours, tous les problèmes qui peuvent être engendrés avec ça, puis remettre ça dans tes stocks de manière automatique parce que justement, Amazon, ils sont habitués de faire ça, ils font ça à longueur de journée pour leurs clients. Fait que c'est super intéressant pour les gens. Puis justement, c'est ça que les gens aiment de travailler avec moi, c'est que en ce moment, il y en a beaucoup que justement, ils font de l'argent avec le e-commerce. Par contre, ça leur prend beaucoup trop de temps avec les gestions d'entrepôt, le personnel et tout ça. Donc, on fait juste envoyer faire Amazon. Amazon gère tout. Liberté de temps totale, puis même à ça, ça revient même pas plus cher. T'sais, ça revient des fois même moins cher que quand ils payaient à leurs employés puis tout le casse-tête, parce que justement, les frais de livraison sont beaucoup plus bas parce qu'Amazon a tout négocié les frais de livraison. Tu n'as pas besoin de gérer de personnel et tout ça avec les retours. C'est juste incroyable. Fait que les gens adhèrent de plus en plus vers cette solution-là. OK. Puis, dans le fond, si je comprends bien, c'est juste un versement mensuel qu'on fait pour la gestion. Exactement. Aussi simple que ça. Donc, la seule chose à faire, c'est versement mensuel pour la gestion et envoyer tes stocks quand on te le dit
dans les entrepôts d'Amazon. Puis même à ça, tu n'as quasiment rien à faire. Nous autres, on dit exactement combien tu en as besoin, combien est-ce que tu as besoin de l'envoyer, quand UPS va passer, venez les chercher. That's it. OK. Puis pour tes forfaits, tu dis qu'il y a un forfait 3 mois. Si, par exemple, on veut faire un test avec toi de 3 mois, qui est, je pense, le minimum. Oui, minimum, oui. Puis on est satisfait. Après ça, on peut-tu faire une entente plus à long terme ou ça marche vraiment avec des forfaits? En fait, ce qui va se passer, c'est que oui, il peut avoir cette option-là, tout dépendamment. Mais souvent, l'objectif principal, c'est de te rendre première page parce qu'après ça, une fois que tu es première page, les revenus sont récurrents, sont résiduels. Tu n'as quasiment rien à faire. Fait que souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont prendre 3 mois. Voilà, ils sont sur la première page, ils obtiennent les revenus récurrents. Puis après ça, ils vont prendre un forfait 3 mois, mais plus de base, sans faire. Parce que nous autres, ce qu'on va faire pour du Amazon, on va faire de la publicité sur Facebook, Google Ads, LinkedIn, à la limite, tout dépendamment de ce que les gens ont besoin. On peut même se rendre sur du Snapchat, TikTok Ads, etc. Ouais. On a vraiment toutes ces possibilités-là en vente de produits sur Amazon. Ça, je tiens vraiment à le spécifier. Donc, il y a cette possibilité-là, mais il y a aussi du Amazon Pay-Per-Click. Donc, une fois qu'ils ont terminé leurs 3 mois, qu'ils ont pris tout le gros forfait de publicité pour emmener sa première page, on va faire du Amazon Pay-Per-Click. C'est exactement comme Google Ads. Donc, quand quelqu'un va taper un mot-clé, tu vas arriver en premier lieu et tu cliques dessus puis en fait, quand le client clique dessus, tu es chargé si le client clique. Aussi simple que ça. Fait que c'est la même chose que Google Ads, mais sur Amazon. Donc, généralement, il y en a beaucoup qui vont prendre juste le Amazon Pay-Per-Click en quelque sorte pendant un certain temps. OK, c'est bon, parfait. Puis pour revenir, là, comment on fait pour te joindre? Oui, en fait, c'est simple. Tu peux me rejoindre par courriel, Michael, M-I-C-H-A-E-L, @amazingdoc.ca ou mon site web amazingdoc.ca. Également, il y a l'option que tu as juste à aller dans les petits commentaires en bas de la vidéo YouTube et tu vas voir dans la description comment me rejoindre. C'est parfait, ça. Ouais. Bon, ben, je pense que ça fait le tour, Michael. Ça m'a fait plaisir de t'inviter aujourd'hui. Puis aussi on va se le dire, tu es descendu de Granby jusqu'à Québec pour venir faire cette entrevue-là. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment intéressant. Puis, dans le fond, pour avoir plus de contenu, vous pouvez liker notre page, liker aussi, vous abonner à notre chaîne YouTube. Puis aussi, les informations de Michael vont être dans la description. Donc, si vous voulez aller l'encourager aussi, page Facebook, Instagram, je ne sais pas si tu l'as actuellement. Tu dis que c'est en construction. En construction. Mais si vous voulez justement aller le suivre sur Facebook ou n'importe quoi, tous ces liens vont être dans la description. Puis aussi, avant de terminer, je voulais juste vous assurer que nous respectons la distanciation sociale due à la situation actuelle.